Joe, notre prochain invité, disons que là, c'est l'année électorale. Ça commence à être du sérieux pour lui, là, ce qui s'en vient. Là. Une grosse année, des gros mois qui s'en viennent pour tous les chefs de partis politiques. Il y en a dont on ne connaît pas encore l'identité. Non, ben on le sait un peu pareil. Oui, mais lui, il est bien en selle puis très bien positionné dans les sondages. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est en studio avec nous. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Plein de choses à parler, mais je pense que le débat qui fait rage depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ça prend de l'ampleur. Je ne parle pas du 3e lien, on pourra peut-être en parler, mais c'est l'immigration. Oui. L'immigration avec le PEC, l'entêtement de Jean-François Roberge, le désaveu de Bernard Drinville, le désaveu de Christine Fréchette également. Vous en êtes où là-dedans? Parce que c'est un débat qui est tellement complexe, l'immigration. T'sais, vous passez votre temps là-dedans. Moi, je parle à plein de gens. Même en ayant la face dedans, c'est dur de faire la part des choses. Le PEC versus les demandeurs d'asile. C'est quoi votre lecture, vous, là, de ce qui se passe avec le PEC et les gens qu'on risque de renvoyer chez eux injustement, selon plusieurs? Je vais essayer de le vulgariser. Donc, historiquement, il n'y avait presque pas d'immigration temporaire à part des étudiants puis quelques cas précis. Il y avait des discussions sur les seuils d'immigration permanents. Ça veut dire quoi, un seuil d'immigration permanent? Ça veut dire que tu deviens résident permanent pour toujours. À partir de la CAQ, on avait à peu près 100 000 temporaires sur le territoire. Et là, on a vu l'explosion de l'immigration temporaire sur le territoire. Elle est passée de 100 000 à 600 000 en 7 ans. Pourquoi? Là, on inclut Roxham, les demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, programmes fédéraux dans le cadre duquel Justin Trudeau a mis la pédale au fond pour finalement contourner notre planification de l'immigration et forcer des seuils d'immigration beaucoup plus élevés que ceux à quoi on avait consenti. Moi, j'ai entendu François Legault se plaindre de tout ça pendant 7 ans. Là. Et ensuite, Christine Fréchette, lorsqu'elle était ministre de l'Immigration, a elle-même mis la pédale au fond en allant dans plein de missions de recrutement. Donc, essentiellement, la différence entre les temporaires sous le gouvernement du Québec, c'est que ça répondait à un besoin précis de l'économie. Ceux envoyés par le fédéral, ça répondait à aucun besoin. C'était vraiment, on distribue des permis, puis ensuite, trouvez-vous un emploi. Augmentation, donc, subite de la population au Québec. Et lorsqu'on consulte les études, impact direct et prépondérant sur la crise du logement, donc le prix des loyers, le prix des hypothèques, les services, les écoles, les hôpitaux. Tout. Ouais. Et donc, où est le PEC là-dedans? Le PEC, c'est une voie rapide pour des gens qui parlent français et qui ont déjà travaillé au Québec d'obtenir leur permanence. Et Christine Fréchette et la CAQ ont mis ça à l'extérieur du calcul des seuils, puis il y avait un gros débat à savoir pourquoi vous ne le calculez pas. Et tout d'un coup, on se rend compte que le gouvernement du Québec a fait plusieurs promesses ou des représentations convaincantes à plein de gens. Ah oui, dans des pays en voie de développement où est-ce qu'on dit « Prends ta famille, quitte tout, puis tu vas voir, il y a un chemin pour devenir citoyen québécois. » On a vérifié ça, puis moi, je suis convaincu que c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice. C'est-à-dire que les immigrants temporaires sous le contrôle, ou en tout cas d'origine du gouvernement du Québec, sont entre 30 et 40 000. C'est vrai qu'on leur a fait des représentations et qu'en cours de route, leur dire « Hey, t'es déménagé, mais finalement, oublie ce que je t'ai dit, retourne. » Donc, le Parti québécois, la réponse a été immédiate. OK, pas de problème. On va tenir parole, puis en effet, il y a une injustice, on va la corriger. Donc, la clause ça nous fait plaisir. Vous êtes d'accord? Voilà. OK. Mais là où ça s'est mis à complètement dériver, puis vous allez voir là, le débat, c'est à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'on dit il y a eu une injustice, donc on va ouvrir cette voie rapide pour devenir résident permanent à tout le monde sur le territoire, à tous les temporaires. Donc, il y en a 600 000. Là, quand on a demandé au gouvernement, qui en principe dispose des chiffres, ça veut dire combien de personnes éligibles? Le premier ministre a répondu 350 000. Le ministre de l'Immigration a répondu entre 250 et 300 000. Et ceux qui proposent ça, eux, nous disent « Ah, c'est juste 20 000 les dernières années. » Mais évidemment, quand on regarde chaque programme, des gens qui pourraient se qualifier, moi, je l'estime à plus de 100 000, c'est peut-être 200 000, mais on essaie de préciser ça de la part des maires, si c'est ça leur demande. Mais à ça s'ajoute une autre complication, c'est que ce que je comprends de Québec solidaire, des maires ou de certains, c'est qu'en fait, on demande un droit acquis de demeurer sur le territoire pour toute personne qui était sur le territoire au moment de l'abolition du PEC. Dans quel cas, c'est comme dire temporaire veut dire permanent. Donc, les demandeurs d'asile, soudainement... Bien, là, c'est pas clair, parce que là, il y a eu justement des débats sur les demandeurs d'asile. Il y en a qui peuvent travailler sous le PMI. Ça devient très technique. Mais l'autre élément qui est récurrent, puis ça me fait tellement penser aux années de Justin Trudeau, là, c'est comme si, pour moi, c'est un retour dans le temps. Le Parti québécois, lisez ma
publication de ce matin, on dit que ce sont de mauvaises politiques publiques qu'on peut réajuster. En amenant le nombre de temporaires plus bas, ça va rétablir les prix sur le marché de l'immobilier, redonner un peu d'espace de logement à louer, mais également aider au niveau des services publics puis l'équilibre du français, parce que sur le français, le commissaire à la langue française a dit que ça va coûter 11 milliards si on veut franciser tous les temporaires. On l'a pas, là, 11 milliards. Mais là, ça se transforme rapidement en... Le Parti québécois met tout sur le dos des immigrants. Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon blâme les immigrants. Puis c'est très difficile de débattre de politique publique. C'était comme ça que Justin Trudeau procédait à l'époque pour nous imposer ça. C'est très difficile de débattre dans ce contexte-là parce que moi, je parle uniquement de politique publique et d'ajustements qu'on peut faire dans le respect de tout le monde. Je vous arrête un peu là-dessus, M. Saint-Pierre Plamondon, parce que ça fait 2 jours que je parle avec des entrepreneurs qui me disent « Hey, le PEC, on n'est plus capable d'entendre parler, là, parce que peu importe ce qui arrive avec le PEC, on est pogné c'est le PMI. avec les règles du fédéral. Et voilà. On fait passer de 30 à 20 à 10 le nombre d'employés, de travailleurs étrangers qui peuvent avoir en entreprise. Donc, il y a un paquet d'entrepreneurs qui me disent « Il faut mettre dehors là, des travailleurs qui étaient bien établis. En plus, l'entrepreneur doit payer le billet d'avion pour les expulser. » Exact. Ils nous ont dit, et je cite, je m'excuse, le fédéral nous a mis dans la merde. Donc, c'est un débat, là. Est-ce qu'on perd notre temps avec ce débat-là parce que le problème n'est pas à Ottawa? Les deux ici, comptent. là. Les deux comptent. Mais c'est vrai que quand on parle du PEC, là, on parle de 40 000 personnes que le gouvernement du Québec a recrutées sous de fausses représentations. Je m'engage à le corriger. OK? Mais c'est vrai qu'il y a 167 000 temporaires fédéraux. C'est du monde, cela, là. Et c'est vrai qu'en passant, non seulement il n'y a pas de promesse à ces gens-là, mais en fait, le gouvernement fédéral, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il exige une preuve que tu vas retourner dans ton pays d'origine à la fin du permis. C'est pour vous dire à quel point c'est clair. Et en effet, le problème, c'est que là, le fédéral intervient, puis il n'y a aucune planification régionale, ni de planification par industrie. Donc, des fois, on renvoie à la maison des gens dont on a vraiment besoin dans l'entreprise, puis on tue potentiellement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, je suis en train c'est M. Carney qui est là. C'est une décision de Justin Trudeau, je le précise, en 2024. Y a-t-il moyen de régler ce bout-là aussi pendant que tout le monde parle du PEC au Québec? Là? J'en profite juste pour mentionner que notre vie serait plus simple si on n'avait pas un gouvernement de trop. Oui, ça, oui. Vous me permettrez de le mentionner. Mais une fois que je suis pris là-dedans, puis qu'on est tout le temps pris là-dedans, la solution, on est en train d'évaluer parce que la planif du Parti québécois, elle a été publiée il y a 1 an et demi. On va la mettre à jour, mais 97 pages dans le cadre duquel on dit, nous, au lieu de recruter à l'étranger pour les prochains seuil d'immigration permanente des prochaines années, là, on va recruter auprès des gens qui ont déjà une job puis qui parlent déjà français. Ouais. On serait fou de ne pas les mettre en priorité. Et ça inclut les fédéraux, les PMI fédéraux. Donc là, quels sont les moyens juridiques qu'on peut utiliser à Québec pour garder des gens, même quitte à contrarier puis aller à l'inverse de la décision du fédéral? Ça se fait. J'ai des avocats qui travaillent là-dessus. Ah oui? On évalue toutes les options. Parce que nous, ce qu'on propose dans notre plan, indépendamment de ce que le fédéral nous dit, c'est une planification par région et par secteur. Donc, identifier quels sont les secteurs où vraiment on tue l'industrie si on enlève des employés. Donc, c'est le cas de l'agriculture, mais si vous allez à Chicoutimi, ils vont vous parler de soudeurs ultra spécialisés dans un domaine, puis l'entreprise arrête s'ils s'en vont. Ouais. Vous allez en Beauce, c'est d'autres travailleurs par rapport à l'exportation aux États-Unis. Nous, on veut faire une planification par région, puis ensuite dire... On va réussir à baisser le nombre de temporaires de 600 000 à environ 300 000 sur un certain nombre d'années, mais tout en protégeant puis en priorisant les secteurs où les besoins sont très importants puis où on nuira à nos industries, à nos entreprises. Mais à ce moment-là, qui doit retourner chez eux pour se parler franchement? Parce que les gens à qui on a fait des promesses qu'on ne respecte pas en vertu du PEC, moi, je veux qu'on les garde. Ça, c'est réglé. Bon, si c'est un gouvernement du Parti québécois, c'est ça. Là, on parle des entreprises, mettons, en restauration rapide, qui disent, là, ce qu'on nous impose, ça fait en sorte qu'on est obligé de renvoyer des gens. Là, vous dites, s'il y a des besoins, on va tenir compte des besoins des régionaux. Bon, mais là, si on dit qu'il faut réduire le nombre de personnes qui sont présentes, ça laisse qui? Les demandeurs d'asile? On est après de... Le gouvernement fédéral a changé ses normes aux aéroports. À Roxham, à l'époque, il y a eu une grosse bataille ou une espèce de débat sur pourquoi Roxham. Mais on est maintenant avec 200 000 personnes qui sont demandeurs d'asile, là. Alors que notre capacité d'accueil, historiquement, est autour de quelques milliers par année, pas plus. Ça, évidemment, ça me semble être le groupe qui non seulement consomme le plus de services publics, mais qui ne correspond absolument pas à notre planification ni à notre volonté démocratique, c'est vraiment le fédéral. Ensuite, le fédéral a 167 000 temporaires. Moi, je pense que le gouvernement Trudeau et ensuite
le Parti libéral du Canada s'est servi de cet outil-là pour nous imposer des seuils d'immigration plus élevés que ce qu'on voulait. Et là-dedans, il y a des travailleurs qui sont névralgiques dans une entreprise, mais il y en a d'autres, là, puis c'est l'exemple du café, je pense qu'il ne s'applique pas pour le PEC, mais il y a des entreprises, il y a des emplois qu'un jeune étudiant peut faire. Là. Puis quand, il y a quelques mois, on constatait le haut taux de chômage chez les jeunes au Québec, on était rendu à 14 %, je pense. Bien, il y a des emplois que tu veux garder pour tes jeunes. Comme dans le temps, là, c'est la même chose. Les entrepreneurs me disent qu'ils ne voient pas les jeunes. Ils n'ont pas de CV, ils n'ont pas ça. Bien, ça, c'est un autre enjeu de société. Mais moi, je dis, vous me posez la question, on a fait un document complet qui démontre qu'on peut réduire l'immigration temporaire, pas au complet, puis on n'est pas contre, mais ramener ça à des seuils qui vont permettre de rééquilibrer le marché, tout en respectant ce que les entreprises ont besoin à court terme. Là, c'est faisable, je pense. Je veux absolument vous parler de la CA. Moi, je suis stressé. Là. Moi, je suis inquiet en tant que contribuable canadien. Je veux pas que mon fils grandisse dans un pays qui s'appauvrit. Malheureusement, j'ai cette impression-là. Puis je vous trouve pas tellement el beaux up, M. Saint-Pierre Plamondon, avec M. Carney, et c'est pas un reproche en passant ce que je vous dis là. Mais vous semblez ne pas être d'accord avec sa stratégie d'un peu tourner le dos aux États-Unis. Moi, ça m'inquiète pour la CA. Là, on entend à Washington qu'apparemment que Donald Trump dit à ses conseillers, finalement, moi, du libre-échange avec le Canada puis le Mexique, ça m'intéresse peut-être plus. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça, à votre avis? Oui. Raisonnablement. Puis je suis celui qui disait de ne pas s'inquiéter quand Donald Trump disait qu'il envahirait le Groenland. Je suis le seul politicien en Amérique du Nord à avoir prédit ce qui arriverait. Puis j'ai mis ma tête sur le billon en disant ça n'aura jamais lieu. Ni les Danois. J'ai vécu au Danemark, là. Je parle danois. Les Danois vendront jamais le Groenland. Jamais. Puis les Américains ne feront jamais rien là-bas. Mais là, sur cette question-là, oui, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. C'est ça la vraie menace. La menace n'est pas une d'annexion, d'action militaire. C'est une menace d'escalade des tarifs. Est-ce que M. Carney contribue à ça avec sa stratégie? En allant en Chine. Moi, un discours à Davos qui dit que les nations de taille moyenne peuvent faire une différence ensemble, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas une faute diplomatique. Mais allez voir ce qui est considéré par le Canada et les États-Unis comme l'ennemi principal à notre sécurité, c'est-à-dire la Chine communiste, militaire et dictatoriale. Puis avoir ça comme stratégie de négociation avec les Américains là, pour écouler de l'huile de canola puis se ramasser avec 10, 15 000 ou 20 000 voitures chinoises. Là. Voilà. Je ne la comprends toujours pas et c'est de la mauvaise... On tient debout. C'est ça, c'est de la mauvaise diplomatie. Depuis le début, le Parti québécois, ça c'est l'an passé quand les tarifs sont arrivés, nous, notre position, c'était de dire c'est pas acceptable, mais c'est pas parce que quelqu'un est agressif que tu rajoutes de l'agressivité. On n'embarquera pas dans ce jeu-là. Puis on va se rappeler que la démocratie américaine, les cours, les contre-pouvoirs, les États-Unis, il y aura des midterms, il y aura des élections. On a vu le Congrès hier aussi, là. On a vu le Congrès réagir. On va prendre ça lentement, mais on n'accélérera pas l'escalade parce que si on embarque dans l'escalade des contre-mesures, les Américains pèsent plus lourd, puis le contexte ne nous est pas favorable. Mais vous comprenez que moi, je suis le chef du PQ, donc ma priorité, c'est uniquement les entreprises québécoises. Mais les péquistes ont toujours été ouverts avec les Américains. M. Lévesque était très ouvert. Il était très, très intéressé par les institutions américaines. Oui. Gros fan de baseball aussi, je pense. Comme moi, d'ailleurs. Mais je suis très critique de la diplomatie américaine, mais si on pense à notre intérêt là-dedans, ça donne absolument rien de renchérir. Il faut au contraire ralentir le jeu. Là, on revient à ton sujet. Est-ce que c'est un risque que le libre-échange vole en éclats? Bien, si on pose des gestes complètement dans le champ gauche, comme faire une alliance avec la Chine, il y a des risques. Ça nous aide pas. Québécoise, parce que le Québec a toujours été très libre-échange. Voici ce que j'espère. Des governors, là, des élus américains dont les entreprises commencent à cogner à la porte, puis ça existe depuis quand même plusieurs mois en disant, là, si vous coupez les ponts avec le Mexique et le Canada, là, la crise économique qu'on va frapper ici aux États-Unis va être terrible. Ne perdons jamais de vue que ce genre de politique-là va pénaliser d'abord et avant tout, au premier chef, les États-Unis, l'économie des États-Unis. Et j'ai toujours pensé, puis je touche du bois parce que je ne veux pas me tromper, mais j'ai toujours sincèrement pensé qu'il y a assez de contrepoids dans la démocratie américaine, qui a ses limites, là, on peut être très critique, mais il y a des cours de justice, il y a des partis politiques, il y a des intérêts corporatifs qui ont à cœur le marché boursier. Il y a plusieurs intervenants, c'est pas la Chine.
Des fois, là, j'entendais des commentateurs il y a 2 semaines dire entre la Chine communiste et les États-Unis, c'est quoi la différence? Un instant. Un instant. Mais en même temps, je l'avais relevé, vous l'avez peut-être entendu, mais moi, j'ai pas aimé quand vous aviez dit dans une entrevue, là, le Canada décide de remplacer les États-Unis par la Chine comme partenaire commercial. À peu près mot pour mot, c'est ce que vous avez dit. J'ai pas dit remplacer, mais c'est une entente. C'est pas une alliance globale. Le Canada n'a pas dit, genre, désormais, notre partenaire, c'est la Chine. Même genre d'entente que les États-Unis ont signé avec la Chine aussi. Ce que le régime dictatorial... C'est quoi l'alternative? C'est pas de faire la carpette devant Donald Trump, là? Non, mais évidemment pas. Mais c'est pas une raison pour aller en Chine. Moi, j'ai été le premier à dire, il y a 1 an et demi, il faut diversifier le plus rapidement possible. J'ai nommé l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique. Oui, on travaille là-dessus mais, aussi. Mais vous remarquerez que j'ai pas nommé la Russie, ni l'Iran, ni la Chine. Non. Bon. Puis le problème avec ce truc en Chine, c'est la Chine elle-même, là, via ses médias de propagande, qui le dit. Le message, c'était « Il est temps pour le Canada de tourner le dos à la domination américaine et de venir vers nous. » Mais c'est parce qu'il faut comprendre, 75 % de nos exportations au Québec vont aux États-Unis, puis seulement 3 % en Chine. Même si on passe à 4 ou 5 % avec la Chine, pensez-vous vraiment que ça va remplacer les 75 % qu'on envoie aux États-Unis? C'est ça. Donc, le risque est immense et la décision, elle se prend dans le bureau de Mark Carney sans qu'il y ait un seul Québécois de consulter. C'est ça le problème. Ça, c'est un problème, effectivement, mais vous l'avez dit vous-même, ceux qui ont le plus à perdre, c'est les États-Unis. Donc, pourquoi ils s'auto-infligeraient autant de tort en scrapant l'accord États-Unis-Canada-Mexique? Je pense qu'on est à risque si on embarque nous-mêmes dans l'escalade. C'est pour ça que la philosophie que moi je propose, c'est la Chine, c'était pas pire. Mais je pense que si on est intelligent pour la suite, tant sur le plan canadien que québécois, on va simplement ralentir ça. On va laisser aller les midterms. On va laisser aller les contre-pouvoirs. On a vu des votes, on a vu des cours de justice intervenir, mais on n'accélérera pas le nombre de décibels. On ne montera pas le volume inutilement. Et ce n'est pas une caution de ce que dit Donald Trump. C'est simplement, ou de ce que fait Donald Trump, c'est vraiment juste le fait que dans 15, dans 20, dans 50 ans, notre partenaire principal, pour des raisons géopolitiques et historiques évidentes, ce sera toujours les États-Unis. Ce ne sera jamais la Chine. Et la Chine est une véritable menace à notre sécurité. Tant le gouvernement du Canada que les États-Unis l'ont identifié comme la pire menace, la menace principale à notre sécurité interne. Exactement. Le temps file, M. Saint-Pierre Plamondon, il faut se parler du 3e lien. Ça a été un sujet de déchirement au sein de la CAQ dans la course à la chefferie. Moi, j'appelle ça des solutions de pauvres. Là. Mme Fréchette va nous proposer, semble-t-il, des voies dynamiques sur le pont La Porte, peut-être des nouveaux traversiers. C'est des solutions de pauvres. Je veux dire, ça fait pas très société prospère, tout ça. Puis en même temps, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Est-ce que votre position, à vous, c'est toujours un 3e lien, mais avec du transport en commun? Vous savez que c'est pas ce que les gens de Québec souhaitent actuellement. Là. Ce l'est toujours. On va reviser combien ça coûterait avec des coûts de construction qui sont beaucoup trop élevés par rapport à l'inflation. Là, ça n'a aucun sens. À quel point les prix explosent. Ça vaut soit une commission d'enquête ou une réflexion avec une enquête sur pourquoi les prix augmentent à ce point-là. Une commission d'enquête là-dessus? Vous pourriez annoncer ça? Je ne l'ai pas annoncé, mais j'ai réfléchi dans la mesure où... Je pense que ce serait fort pertinent. Ben, ça se peut pas, là. Pourquoi une école, un hôpital ou un pont au Québec coûte les yeux de la tête quand on compare à l'Ontario et aux États-Unis? Non, fait-tu la SECO puis Charbonneau encore une troisième fois? La SECO puis Charbonneau avait permis de dégonfler les prix pour une certaine période. Puis en effet, j'ai l'impression que le mal nous a... Bref, laissez-moi y réfléchir, mais je me penche là-dessus en ce moment. Je prends ça très au sérieux. Mais pour revenir à c'est quoi la solution, moi, je pense que Lévis va être relié à Québec bientôt d'une manière ou d'une autre. Si on se pose la question comment, qu'est-ce qui est le plus intelligent rapport qualité-prix, mon but à moi, c'est d'enlever du trafic. D'ailleurs, le trafic a augmenté notamment en raison de l'augmentation de la population rapide à Québec. Puis le problème des projets de la CAQ depuis 8 ans, c'est qu'à chaque fois qu'ils essaient de trouver un endroit pour faire atterrir leur lien autoroutier, tu peux pas parce qu'il y a trop de trafic. Mais à l'Est, un beau pont à l'Est, là, il y a ça encore. Là. Moi, je pense la meilleure chose que j'ai vue et entendue à date, c'est de réduire le nombre de voitures et le trafic en convainquant avec un tracé au bon endroit à Lévis, plein de gens de sauver du temps et sauver de l'argent pour arriver au centre-ville de Québec rapidement à travers l'équivalent... Un métro Longueuil-UQAM. Ça ressemble à Longueuil-UQAM. Et à ce moment-là, tu as moins de trafic, ça n'a pas coûté le prix de ce qui nous avait été présenté.
Et tu as une solution qui est connectée avec un futur réseau de transport en commun là, qui relie l'ensemble de Québec. Je veux dire, je ferai une annonce lors de la campagne électorale, détaillée, chiffrée. On est en train de regarder ça. Mais la commission d'enquête, là, j'aime ça. Mais ça n'a pas de sens. Puis, il n'y a pas de gouvernement qui va pouvoir livrer la marchandise si ça coûte 1,5 fois le prix que ça devrait coûter. Et ce que l'expérience a démontré, notamment à l'époque de la commission Charbonneau, c'est que quand on analyse des soumissions, bien, souvent on regarde les comparables. T'sais. Mais les comparables ne sont plus bons. Les prix des autres ouvrages qu'on dit « Ah oui, c'est à peu près des mêmes eaux », bien, mais ça va plus loin. Mais ça va plus loin que ça. C'est un problème de concurrence. Après la commission Charbonneau, il y a eu un démantèlement des entreprises capables de concurrencer les unes contre les autres. Il y a plusieurs facteurs. La main-d'œuvre... Je ne veux pas présumer des réponses d'une réflexion comme celle-là, mais tant qu'on n'aura pas trouvé pourquoi ça nous coûte beaucoup plus cher qu'en Ontario puis dans le reste du Canada et aux États-Unis, il n'y a pas d'espoir pour nos infrastructures qui, sous la CAQ, se sont empilées les unes. Le PQI est devenu une file d'attente de projets qui ne se feront pas. Et c'est en cause du prix. Ouais. Vous inquiétez du prix du tramway de Québec? Les chiffres qui pour les mêmes raisons que je viens de vous dire. Là, jusqu'à quel point ça vous inquiète? Parce que Steve Lavoie, un député fédéral, il a dit qu'il a fait une erreur. Là, il a commencé à dire que ça va coûter 13 milliards. Le chef de l'opposition ici à Québec est rendu à 15. Les derniers chiffres officiels qu'on a, c'est 7,6 en décembre 2024. Pensez-vous que ces chiffres-là sont farfelus ou on pourrait être rendu là? Ça se pourrait. Moi, ce que je vous dis, c'est que la CAQ risque de laisser au gouvernement appelé à les remplacer. C'est beaucoup de difficultés et de précarité financière, c'est-à-dire un déficit qui est important depuis 2 ans, puis un PQI qui ne tient pas la route, juste des projets qui se sont accumulés mais qui n'ont pas été livrés, de sorte que là, tout le monde veut son projet. Puis les fonds sont limités au point où on fait juste un stationnement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce qu'on n'a pas l'argent de partir. L'hôpital. Donc, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends une maison sans garantie légale puis que le vendeur te dit il y a des vices cachés. Ce sera pas drôle de rentrer là puis d'ouvrir les murs. Là. Puis je pourrais vous en parler cette journée-là si jamais c'est le choix des Québécois. En terminant, si j'avais accès là, au fin fond de votre pensée... Là, il me regarde un peu avec un air d'hypnose. Est-ce que je découvrirais que la personne que vous pensez qui est la mieux placée pour devenir premier ministre en remplacement de François Legault n'est pas la même personne que vous souhaitez avoir devant vous au débat des chefs? Du côté de la CAQ? Oui. Entre Christine Fréchette et Bernard Drinville. C'est drôle, les médias... Oui, mais les médias insistent beaucoup là-dessus. Et ma réponse est toujours la même, avec un peu d'étonnement. Il faut vraiment noter que ce soit Bernard Drinville sur le 3e lien, l'éducation, puis plein de déclarations et promesses qui n'ont pas été tenues, ou Christine Fréchette sur l'immigration, les subventions tout azimut, sans faire les vérifications, les centaines de millions de dollars flobés, là, les deux portent le même bilan catastrophique. Donc, de mon point de vue, si quelqu'un veut aller défendre le bilan de la CAQ aux prochaines élections au débat des chefs, bienvenue. Bienvenue à quiconque, parce que ce sera exactement le même bilan. Donc, de mon point de vue, je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment. Je les laisse aller. Puis c'est assez dysfonctionnel, malheureusement, pour le gouvernement parce qu'il n'y a plus de cohérence, c'est incompréhensible. Et on sent aussi les tensions, les déchirements qui fait que la collégialité pour faire avancer les dossiers, là, ça ne doit pas être au maximum en ce moment. On aurait encore pour 1 heure de questions, mais il faut s'arrêter. Vous reviendrez. Oui, je vais revenir sans faute. Toujours le bienvenu. Merci beaucoup d'être passé. À une prochaine. Beaucoup. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois.